accueille Céline Feuget, qui va nous parler d'un complément alimentaire à base de Panax, Quinquefolus, le ginseng, le Qi-Seng, c'est ça? Dans C'est la tout ça à la fatigue, fois. dans la fatigue post-cancer et la question de son évaluation dans la fatigue post-Covid. Donc je vous donne la parole sur à peu près 20 minutes et puis ensuite on vous répondrait aux questions différentes questions. Merci beaucoup. Et tout d'abord, merci Vous êtes aux directrice, organisateurs. excusez-moi, vous êtes Pardon, directrice médicale de Natsuka. c'est ça, absolument. Et c'est dans ce cadre que j'interviens, puisque je suis effectivement chargée du développement de ce produit Qi-Seng, qui était effectivement à la fois Qi-Seng, à la fois du ginseng, puisque c'est un complément alimentaire à base de Panax quinquefolus, qui est l'un des ginseng. Et cette présentation a pour objet de partager un certain nombre de données sur la fatigue persistante, notamment l'une des plus emblématiques, la fatigue post-cancer, et l'une dont on parle beaucoup à l'heure actuelle, la fatigue post-Covid. Donc je remercie les organisateurs de l'ICEP de me donner cette opportunité de présenter ces informations. Donc mes liens d'intérêt, s'ils veulent bien passer, sont donc voilà, je fais rien de bien intéressant si ce n'est qu'effectivement je suis la directrice médicale en charge du développement de ce produit. La fatigue liée au cancer, vie du patient, donc c'est l'une des fatigues persistantes les plus emblématiques. C'est au minimum une vraie nuisance. Ça peut être un vrai fardeau. C'est quelque chose qui va de soi pendant les traitements, quasiment de soi. Ça devient un vrai fardeau quand ça persiste au-delà des traitements. Et ça peut persister des mois, voire des années après le traitement, alors que les malades sont en rémission. Donc vous avez ici, sur cette diapositive, un certain nombre de témoignages de forums de patients qui illustrent le poids que représente cette fatigue au quotidien. Et puis un guide édité par la Ligue contre le cancer qui aide ces patients à gérer leur fatigue au quotidien, qui les aide à en parler à leur entourage et en parler à leur médecin. Et justement, vu du médecin, qu'est-ce que c'est, cette fatigue? C'est un symptôme qui a longtemps été sous-estimé par les oncologues, qui est un sujet de recherche, mais depuis pas si longtemps, vous voyez, une vingtaine d'années, et pas tant que ça, moins de 2000 articles. C'est aussi un sujet de frustration parce qu'on arrive au fil rouge de ce congrès, pas de médicaments actifs. Donc, pas d'intervention médicamenteuse, c'est clair, aucun n'a fait la preuve de son efficacité. Donc, on est dans les interventions non médicamenteuses. Et puis, c'est en fait la seule prise en charge qui a réellement fait preuve de son efficacité de façon consensuelle, c'est l'activité physique adaptée, à condition qu'elle soit pratiquée de façon suffisamment intense et suffisamment tenace, puisqu'elle est active au bout de quelques mois. Une autre difficulté de la fatigue liée au cancer, c'est comment l'évaluer. La fatigue persistante et la fatigue liée au cancer, on a quelques outils objectifs qui ont été développés. La marche de 6 minutes, où on mesure la distance parcourue par les patients, ou la capacité à serrer un capteur, à faire des contractions isométriques, à résister à la torsion. Donc, vous voyez, on s'intéresse essentiellement à la composante physique de la fatigue, et puis on sent bien que c'est quand même plus de la fatigabilité et de la force musculaire que réellement la fatigue telle que peuvent la ressentir les patients. Et donc justement, allons vers le ressenti des patients. Et en fait, la vraie évaluation de la fatigue, vue des patients, patient reported outcome, elle va être évaluée par des questionnaires. Et ces questionnaires vont permettre d'évaluer l'ensemble des dimensions de la fatigue. Non seulement la dimension physique, mais également la dimension mentale et ses avec sur des répercussions sur les facultés cognitives, les dimensions relationnelles, sociales, émotionnelles, motivationnelles. Donc, tout cet ensemble au travers d'un certain nombre de questions.
Qui dit question, qui dit questionnaire, dit langue. Et un questionnaire, il est développé et validé dans une langue et même souvent dans un contexte culturel. Donc, l'exporter dans une autre langue, ça suppose, c'est pas simplement le traduire, c'est refaire une étape de validation pour que cet outil soit réellement fiable et reproductible. Pour la fatigue liée au cancer, 2 questionnaires sont très utilisés, en particulier par les équipes européennes, l'échelle de Piper qui a été révisée en 1998 et le module fatigue de l'EORTC. L'EORTC, c'est cette organisation européenne responsable de la lutte contre le cancer, qui développe beaucoup d'outils, et notamment un questionnaire qui évalue la qualité de vie au sens large et qui comporte un module fatigue. Ces deux questionnaires ont l'avantage d'évaluer plusieurs dimensions de la fatigue, non seulement la composante physique, mais également les composantes cognitives, sensorielles, motivationnelles, etc. Et sont tous les deux validés en français. Donc ont tous les deux été validés en français il y a quelques années maintenant, donc utilisables. Dans les autres fatigues persistantes, celles qui sont associées, notamment les fatigues persistantes associées aux pathologies chroniques, d'autres questionnaires ont été développés. L'échelle de fatigue de Schalder, qui est très utilisée par les anglophones, l'échelle de fatigue de Crookes, l'échelle de sévérité de la fatigue, Fatigue Severity Scale, qui est très utilisée aussi, notamment dans les fatigues associées aux pathologies neurologiques telles que la sclérose en plaques ou la sclérose latérale amyotrophique. C'est des questionnaires qui comportent tous les deux une dizaine de questions, qui évaluent plusieurs dimensions et qui peuvent être utilisés aussi bien pour le diagnostic que pour le suivi. Donc, avec de bonnes capacités discriminantes. La fatigue, c'est aussi une question d'une actualité relativement brûlante. Je parle de la fatigue liée au Covid. Alors, bien évidemment, il y a la fatigue des épisodes aigus de Covid, et on entend plus qu'abondamment parler des épisodes aigus de Covid, mais il y a une autre fatigue associée au Covid, qui est la fatigue d'après-Covid. Et on commence à en parler, on en parle de plus en plus, du fait qu'au décours d'un épisode aigu, et d'ailleurs, quelle que soit l'intensité, la sévérité de cet épisode aigu, des patients développent d'autres symptômes qui persistent et qui persistent des mois. Et ces symptômes qu'on regroupe sous le nom de Covid chronique ou post-Covid ou Covid long, qui est la terminologie qui semble être de plus en plus consensuelle, sont très présents. Vous voyez sur les histogrammes sur cette diapositive qui reporte des résultats de 5 publications, 50 à 72% des patients se plaignent de fatigue au décours d'un épisode aigu. Et quand je parle du décours, je parle de, vous voyez sur la droite de la diapositive le délai, on est à 7, 8, 9, 16 semaines après l'épisode aigu et persiste une fatigue qui en plus est souvent intense et invalidante. Les hypothèses physiopathologiques pour cette fatigue post-Covid, en fait, le virus est capable de franchir la barrière hémato-ménagée. On a retrouvé le premier coronavirus, celui qui est responsable du SARS. On a retrouvé dans l'hypothalamus des patients décédés lors d'autopsie. Dans le cas du SARS-CoV-2, il passe vraisemblablement par les nerfs olfactifs. Vous vous souvenez qu'un certain nombre de patients se plaignent d'anosmie lors des épisodes de Covid. Et une fois arrivé dans le système nerveux central, il est capable de perturber la régulation de la cascade inflammatoire au niveau d'un système qu'on appelle le système lymphatique, qui est une combinaison du système glial et du système lymphatique. Cette dérégulation de la cascade inflammatoire, elle est associée à une dérégulation du cycle éveil-sommeil, à une perturbation des fonctions cognitives qui sont pilotées par les 2 tours de contrôle absolument formidables de notre cerveau que sont l'hypothalamus et l'hippocampe,
Et tout ceci est associé à une fatigue et à une absence d'énergie des patients. Cette fatigue post-Covid, donc on a fatigue post-Covid et puis on a, vous voyez, aussi des altérations cognitives, puisque je vous parlais de perturbations liées aux fonctions de l'hippocampe et de l'hypothalamus, on retrouve effectivement chez un tiers des patients qui ont eu un Covid symptomatique, on retrouve au décours de cet épisode des troubles de l'attention, des pertes de la mémoire, des troubles du sommeil. Et en fait, cet ensemble de troubles rappelle étonnamment un autre ensemble de troubles cognitifs qu'on trouve au décours des traitements chez des malades cancéreux. Ces troubles qu'on appelle le brouillard oncognitif ou chémophobe ou chémobrain, qui sont d'ailleurs notamment très explorés par une équipe toulousaine où l'ICEPS aurait pu avoir lieu. Donc ces troubles sont observés chez les patients qui sont en cours de traitement anticancéreux, mais aussi au décours des traitements, et ça peut persister pendant plusieurs mois. Et on a des troubles de l'attention, des troubles de la mémoire, la difficulté à suivre une conversation avec plusieurs personnes en même temps ou avec une tâche. Et ces troubles sont associés à une surréaction inflammatoire au niveau cérébral, avec un stress oxydatif. Une équipe INSERM, basée à Rouen, a monté un modèle chez la souris de chémophage chimio-induit. Cette équipe est menée par Hélène Castel et nous les avons contactés pour évaluer notre produit dans le cadre de ce modèle. Notre produit, donc, à base de Panax quinquefolis, Panax a donné Panacée. Panax, c'est un genre botanique et on y retrouve deux espèces très emblématiques. Panax ginseng, qui est le ginseng dont on parle habituellement quand on dit ginseng tout court, c'est-à-dire c'est le ginseng asiatique. C'est celui qui est de très loin le plus fréquemment utilisé. Et puis, il en existe un autre, Panax quinquefolis, qu'on appelle aussi ginseng à 5 folioles ou ginseng américain, parce que son habitat naturel, ce sont les forêts du nord du continent américain. Et ces espèces botaniquement différentes ont un profil différent en actifs, en ginsénoside, et des propriétés qui sont un petit peu différentes. Le Panax ginseng est reconnu comme étant plutôt stimulant, alors que le Panax quinquefolis est reconnu comme étant plutôt adaptogène. C'est celui qui va nous ramener à notre équilibre intérieur, à notre propre homéostasie. Panax quinquefolis nous a particulièrement intéressés parce qu'on retrouve dans la littérature des données extrêmement prometteuses dans la fatigue et dans la neuroprotection. Dans la fatigue, il a été évalué dans le cadre d'une étude clinique qui était menée par la Mayo Clinique sur les patients cancéreux qui souffraient de fatigue et qui étaient randomisés pour recevoir un traitement soit par Panax quinquefolis, soit par placebo. Et au bout de 4 semaines, les patients traités par Panax quinquefolis avaient une amélioration de leur fatigue par rapport au groupe placebo, amélioration qui devenait significative à partir à la 8e semaine. Il y a eu un certain nombre de modèles animaux aussi qui ont évalué les propriétés, en particulier neuroprotectrices, de Panax ginseng, notamment dans la privation de sommeil. Donc ce modèle de chémophobe, évalué par cette équipe de Rouen, les souris étaient traitées à la fois étaient stérilisées par chimiothérapie ou placebo de chimiothérapie, et puis un gavage oral par T5 ou placebo de T5, uniquement les excipients, ou ces excipients complétés de la faible quantité de vitamine C qui est présente dans le produit chimique. Toute une batterie de tests visant à évaluer un grand nombre de fonctions cognitives et comportementales, émotionnelles, avec, à l'issue de ces tests, des prélèvements, notamment plasmatiques et de différents tissus, notamment les tissus cérébraux. Donc ces batteries de tests, on va les voir un peu plus précisément sur la diapositive suivante. Sur cette diapositive, vous avez tous les tests qui évaluent
les fonctions, les comportements et les capacités cognitives. Beaucoup d'évaluations de comportement liées à l'anxiété, la capacité à se promener de façon spontanée au centre découvert de la cage, un labyrinthe surélevé ou la capacité à sortir d'un abri sombre et confiné pour aller explorer une partie découverte éclairée. Des tests classiques d'évaluation des états dépressifs qui sont pas très agréables à passer par les souris, je pense, de suspension par la queue ou d'image forcée qui montrent la résignation. Et puis enfin, des tests évaluant la mémoire spatiale, la flexibilité d'apprentissage, l'apprentissage spatial, donc dans la piscine de Maurice. Une deuxième cohorte de souris avait été testée pour les comportements motivationnels et puis l'activité spontanée dans le cadre du cycle veille-sommeil. Donc, cette diapositive vous présente l'ensemble des résultats. Sur cette toile d'araignée, vous avez les résultats pour l'ensemble des fonctions évaluées. La partie, la courbe grise un peu épaisse, essentiellement en périphérie, vous montre les résultats des souris contrôle, placebo, placebo. La courbe bleue vous montre les résultats des souris traitées par chimiothérapie avec une altération nette de certains comportements, de certaines capacités, l'activité locomotrice spontanée, mais également l'activité dans le noir, la capacité d'exploration, donc les troubles qu'on voit dans le chémophobe. Les souris traitées par T5, cette courbe rouge, vous voyez une compensation complète sur certaines activités, en particulier l'activité locomotrice et l'activité dans le noir, une préservation partielle sur d'autres activités comme la capacité d'exploration ou la mémoire à long terme. Donc, en ce qui concerne la chimiothérapie, des troubles proches du chémophobe et une compensation partielle, voire complète, par la prise concomitante de Kisam, qui par ailleurs a été bien tolérée pendant dans le cadre de ce modèle. Dans les cadres, je vous ai dit qu'on prélevait différents tissus, donc les tissus cérébraux, et on a évalué la neurogénèse. Dans l'une des rares aires cérébrales où l'on continue à fabriquer des neurones tout au long de notre vie, l'hippocampe, siège de nos souvenirs, on emmagasine tout au long de notre vie. Sur les histogrammes en bleu hachuré, vous voyez la capacité de neurogénèse des souris contrôle, placebo, placebo, et vous voyez l'altération de cette neurogénèse provoquée par la chimiothérapie dans les histogrammes bleu plein, dans les différentes aires de l'hippocampe. Les histogrammes rouges pleins vous montrent que cette neurogénèse était pleinement ou presque pleinement restaurée par la prise concomitante de Kisam. Donc des résultats assez frappants pour un simple complément alimentaire. Donc réduction de la neurogénèse par la chimiothérapie et restauration complète ou quasi complète de cette neurogénèse par le traitement par Kisam. En termes de marqueurs inflammatoires sériques, toute une batterie de cytokines ont été évaluées en termes de taux plasmatique. Vous avez la courbe grise, donc proche du centre, qui vous montre le taux de base de toutes ces cytokines plasmatiques. Et en bleu, la dérégulation provoquée par la chimiothérapie, avec un certain nombre de cytokines qui voient leur taux être franchement élevé, voire très élevé. En cas de prise de faible quantité de vitamine C, qui est effectivement réputée pour avoir une certaine action anti-inflammatoire, on observe une modération de cette réaction inflammatoire partielle ou complète. Mais en cas de prise concomitante de T5, on observe là aussi, c'est quand même très frappant, une réduction complète de la surproduction inflammatoire ou quasi complète en ce qui concerne MCP1. Donc des résultats extrêmement intéressants et prometteurs pour ce produit. Donc en conclusion, la fatigue, c'est un symptôme subjectif, ce qui le rend d'autant plus pesant pour le patient et son entourage.
C'est un symptôme dont l'évaluation repose sur des questionnaires, donc on est sur du patient reported outcome, on est sur des interventions non médicamenteuses, aucun médicament n'a fait la preuve de son efficacité. Des symptômes persistants post-cancer qui associent fatigue et ce brouillard cognitif, et cette même association de fatigue et de cerveau brumeux, si je peux dire, est retrouvée dans le Covid long, mais également dans d'autres entités comme la fibromyalgie. Panache trinifolus a fait la preuve de son efficacité clinique dans la fatigue. T5, dans ce modèle de chémophobe, a fait la preuve qu'il était capable de maintenir à la normale certains comportements, certains marqueurs inflammatoires, de restaurer, de préserver la neurogénèse. Et ça nous rend très confiants pour lancer des études cliniques dans la fatigue post-cancer, mais également dans la fatigue post-Covid. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je suis prête à répondre aux questions. Merci pour cet exposé intéressant sur une plante, c'est vrai, qui est moins bien connue que le ginseng, ça c'est certain. Comment vous définissez les posologies pour ces compléments pour l'homme? Sur quels critères sont définis? Alors en fait, on s'est beaucoup appuyé, je vous ai parlé de cette étude de la Mayo Clinique. Donc eux, ils utilisaient une poudre brute de racines de pissenlit, mais ils avaient caractérisé le fait que cette poudre brute comportait un certain taux de ginsénoside. Et donc, ils administraient 60 mg par jour de ginsénoside. Et donc, on est resté sur ce taux de 60 mg par jour. Par ailleurs, mes associés sont très essentiellement des pharmaciens. Donc, plutôt que de faire une poudre brute de racines qui n'est pas très reproductible, on est sur un extrait qui est standardisé, normé, avec des spécifications très précises en termes de quantité totale de ginsénoside, mais aussi sur certains ginsénosides qui portent notamment l'activité neuroprotectrice, en particulier RB1, qui est le ginsénoside caractéristique du Panache longifolius. D'accord. Et pour ces plantes adaptogènes, est-ce qu'il y a un intérêt à l'associer, par exemple, avec Eleutherocoque, ou pas du tout? Et par exemple aussi avec un antifatigue classique qui n'est pas tout à fait adaptogène, qui est le thym par exemple? Alors là, vous me poussez au bout. Pour le moment, on a préféré... en fait, notre approche était dans la fatigue persistante, les fatigues persistantes associées aux pathologies chroniques, et en particulier la fatigue liée au cancer, on a un certain nombre de médicaments associés. Et donc, on était très, très soucieux de limiter les interactions médicamenteuses. Donc, ça a été vraiment un fil rouge de notre développement de produits, de limiter au maximum les interactions médicamenteuses. Et c'est aussi pour ça qu'on est resté en monoproduit, de façon à être plus confiant sur la gestion des interactions médicamenteuses. Alors, c'était justement la question que je voulais poser sur ces interactions. Effectivement, ce n'est pas toujours simple, mais à partir du moment où c'est en post-cancer ou en post-Covid, a priori, ils n'ont plus de traitement. Alors, en post-Covid, ils n'ont effectivement plus de traitement. En post-cancer, en particulier quand on est dans le cadre des patientes souffrant de cancer du sein, puisque c'est une majorité des patientes, des patients souvent en fatigue post-cancer, il y a quand même des traitements d'entretien, des hormonothérapie qui sont souvent prises pendant plusieurs années au décours du traitement anticancéreux incisif. Donc on n'est pas complètement dépourvu de traitement. Alors, je vais me faire, si vous permettez, l'avocat du diable. Vous êtes comment vous pouvez évaluer qu'il n'y ait pas d'interaction avec le système immunitaire? Parce que finalement, vous en décrivez des interactions avec le système immunitaire puisque ça joue sur les cytokines. Mais comment vous savez que ça ne va pas dans le bon ou dans le mauvais sens?
Alors, c'est aussi pour ça que, par exemple, on n'est absolument pas dans la phase aiguë du Covid, parce qu'effectivement, on ne veut pas prendre ce genre de risque. On a effectivement, c'est difficile d'évaluer l'impact sur le système immunitaire. Donc on est en train de réfléchir à un certain nombre de modèles, mais aucun n'est, enfin, c'est un petit peu compliqué, et en plus c'est assez difficile d'accrocher des équipes universitaires. Enfin, ces modèles sont en général maîtrisés par des équipes universitaires. C'est pas forcément très simple de les accrocher en leur parlant d'un complément alimentaire plutôt que d'un anticorps monoclonal qui est beaucoup plus sophistiqué. Mais on fait attention à ça. Voilà, cette primum non nocere, ce souci effectivement de ne pas jouer aux apprentis sorciers, de ne pas nuire, fait que on se place de façon assez délibérée au décours de l'épisode. D'accord. Et donc ça se prend le matin. Le complément se prend le matin. Parce que est-ce qu'il y a des interactions négatives avec le sommeil? Alors c'est plutôt une interaction positive en réalité. Avec le sommeil. Dans les retours de patients qu'on a, l'une des modifications les plus précoces, c'est que les patients ont l'impression de retrouver un sommeil réparateur. Donc on est plutôt sur des interactions positives, et d'ailleurs l'un des modèles dont je vous ai parlé tout au début, c'était un modèle de privation de sommeil où en fait Panax longiflorus améliorait les troubles des souris qui étaient privées de sommeil, diminuait la surréaction inflammatoire qui était provoquée par cette privation de sommeil, et le tout passant par en fait un mécanisme d'action qui est médié par le GABA, puisque c'était dans le cadre de ce modèle, l'action du ginseng était modulée par le fait qu'ils utilisaient des inhibiteurs ou au contraire des agonistes GABA. Et j'ai encore une question, c'est pour les personnes âgées. Finalement, ça pourrait être une assez bonne indication pour les personnes âgées dont on cherche à diminuer un petit peu les médicaments, qui ont souvent beaucoup de fatigue, de la perte d'appétit. Et vous ne pensez pas que votre produit serait une bonne indication? Très probablement, parce qu'effectivement, d'abord, on retrouve, personnes âgées, on retrouve cette notion de deflamenging qui est également de plus en plus utilisée. Donc, cette espèce de bruit de fond inflammatoire qui va s'accentuant au fil de l'âge. Les troubles du sommeil sont associés à une neuroinflammation. Donc, c'est effectivement tout à fait un champ d'action tout à fait possible pour ces personnes. Très bien. Mais écoutez, on vous remercie beaucoup pour cet éclairage d'une plante intéressante et effectivement des solutions pour la fatigue, avec aussi, bien entendu, vous l'avez dit d'ailleurs, l'activité physique est tout à fait primordiale pour essayer de lutter un petit peu contre ça et surtout pas rester renfermé, bien entendu. En tout cas, c'était très intéressant, avec des perspectives vraiment très bien, justement. Et en fait, dans le cadre des interventions non médicamenteuses, c'est ce qu'on souhaite, notamment dans le cadre de la phytothérapie, des études qui soient suffisamment fiables, bien encadrées, comme vous le faites. Oui, c'est important. C'est notre esprit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci aux organisateurs.